acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres, telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. De la philosophie à l'être, de l'économie au développement durable, des fondements et de l'équilibre de nos sociétés, le partage est au cœur de ce qui fonde, construit et fait grandir l'humanité. Cette année, la Cité de la Réussite a décidé d'appeler ses participants à partager. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Il faut qu'il y ait un lien intime entre moi, l'homme, qui veut être européen, et toutes les institutions européennes. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle, et déjà, il est en danger. Je crois qu'il y a, je ne sais pas si c'est une fracture ou un moment historique où tout a changé. C'est vertigineux, nous avons même le pouvoir de tout faire sauter, de tout détruire. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. L'avenir va être absolument passionnant.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pardon pour ce petit retard que nous allons essayer de combler. Et puis, ce petit souci logistique pour loger tout le monde ici dans cet amphi assez intime, ce qui n'est pas plus mal. Nous allons avoir ensemble un débat sur un sujet qui nous concerne tous, probablement beaucoup en tout cas, qui est celui de la ville de demain. Comment l'habiter et comment la construire ensemble. Il y a la notion de partage qui est transversale à cette cité de la réussite. Et donc sur la question des villes, vous le savez peut-être, l'humanité, depuis 2008, vit majoritairement en ville. C'est donc un fait extrêmement récent, même si chez nous, en France, c'est un fait un peu plus ancien. Donc depuis 2008, la moitié de l'humanité vit en ville et on estime qu'à l'horizon 2050, ce seront 2/3 des terriens qui vivront dans les villes. Alors évidemment, la ville prend tous les aspects, la ville un peu fantasmée, les mégalopoles comme Tokyo, la plus grosse ville au monde, comme Mexico, comme le Caire, ou des villes également, comme Paris, comme Londres, comme New York, mais n'oublions pas les villes moyennes. Les villes moyennes et les petites villes qui font clairement partie du tissu urbain. Alors pour rendre ces villes durables, car on va le voir avec nos intervenants, il faut qu'elles soient plus durables. Aujourd'hui, elles ne le sont pas ou pas assez. Il va falloir faire preuve de beaucoup d'imagination. Le défi est immense. Et en même temps, ne pas s'imaginer qu'on va tout détruire et tout reconstruire. Éric Vidalin, qui est un des prospectivistes de l'ADEME, ici représenté par son président, M. Loos, dit par exemple que les 2/3 de la ville que nous connaîtrons en 2050 sont déjà construits. Et que donc refaire la ville, réinventer la ville ne consiste pas à tout détruire, mais avant tout à la repenser. Et puis une ville, ce ne sont pas que des bâtiments, ce ne sont pas que des infrastructures de transport, ce sont aussi évidemment des gens, comme vous et comme moi, qui y habitons ou pas, qui y vivons, y travaillons, y avons des loisirs, des relations sociales, qui aspirons aussi sans doute à mieux y maîtriser nos temps, à moins perdre de temps, pour pouvoir redonner au temps sa vraie valeur et la valeur humaine. Voilà, sur toutes ces questions, nous allons entendre nos quatre intervenants en 3 temps. Un premier temps pendant lequel je vais échanger avec chacun d'entre eux pour qu'on puisse un petit peu préciser les concepts et vous expliquer où l'on essaye d'aller sur ce sujet. Un second temps dans lequel des étudiants qui sont partenaires de l'événement de la Cité de la Réussite poseront leurs questions. Et puis un troisième temps dans lequel on essaiera d'introduire le débat direct avec la salle. Et évidemment, je sais que vous y aspirez tous. On essaiera de prendre le maximum de questions et d'échanges. Alors, je vous présente les intervenants. Il y a tout d'abord, à ma gauche, Luc Wiadinski, qui est géographe, qui est enseignant-chercheur et qui est président du pôle des arts urbains à Grenoble. À Tours. Alors vous êtes universitaire à Grenoble et le pôle des arts urbains, c'est à Tours. À Grenoble, vous êtes à l'université Joseph Fourier. À ma droite directe, François Loos est président de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui s'intéresse notamment à ces questions de la ville, mais vous nous expliquerez à bien d'autres encore. À ma toute gauche, François Marty est le fondateur et dirige les Scieries Palettes du Littoral et le groupe Schenley. Enfin, vous nous expliquerez la galaxie des entreprises que vous présidez dans un instant. Vous êtes situé dans le Nord, enfin dans le Pas-de-Calais précisément. Et puis enfin, à ma toute droite, Philippe Lavaux est président du Forum pour la gestion des villes. Il est aussi président du Grand Angoulême et maire d'Angoulême. Voilà. Alors, pour préciser le concept, on va commencer avec vous, François Loos. Est-ce que, pardon pour ce bruit, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il est aujourd'hui indispensable de repenser la ville? C'est quoi les 2-3 sujets auxquels on a à faire face dans les années qui viennent? Bonjour d'abord. Merci de préciser cette question si simplement. D'habitude, quand on parle de transition énergétique, parce que c'est le vaste sujet derrière tout ça, ça s'appelle la transition énergétique ou la transition écologique. Quand on parle de ça, on prend 3 thèmes. On dit la sobriété, l'efficacité et la substitution. Dans le domaine de la sobriété,
c'est pas à ça qu'on pense. On pense en général à ne chauffer que ce qui est nécessaire, à éclairer que ce qui est nécessaire, à ne prendre sa voiture que lorsqu'on en a besoin, etc. Si on fait de la sobriété, si on essaye de faire tous de la sobriété, ça organise notre vie autrement. Mais ça nous fait gagner 10 ou 20% d'énergie nécessaire de la vie. Si on pense à l'efficacité, on pense par exemple avoir des maisons et des logements bien rénovés, bien isolés, dans lesquels on peut faire des investissements de chauffage qui sont économiques et qui ne consomment pas trop pour le volume qu'on a. Non seulement on est sobre, mais on est adapté à la technologie qui va bien et on fait des logements qui sont bien isolés, bien placés. Mais pour qu'on puisse gagner effectivement, il ne faut pas que la ville s'étende trop, parce qu'on peut construire des nouveaux logements, à force de construire des nouveaux logements à l'extérieur, eh bien, on va avoir des déplacements supplémentaires et une mobilité qui sera plus efficace. Ce qu'on aura gagné en efficacité énergétique dans le logement, on l'aura perdu dans la mobilité supplémentaire dont on a besoin. Donc il faut s'imaginer une autre mobilité, il faut s'imaginer un autre urbanisme, un urbanisme qui tienne compte des mobilités. Par exemple, on peut imaginer que les mobilités soient mieux informées, que vous receviez sur votre smartphone l'information de tous les moyens de déplacement d'un endroit A à un endroit B, en passant par tous les transports en commun possibles et imaginables, puis en intégrant votre voiture dedans que vous pouvez prêter à d'autres personnes, etc. On peut imaginer des choses. Comment le faire sur le terrain? Troisième sujet, c'est la substitution. Si la ville s'étend, on artificialise, comme on dit, les terres. En fait, on a besoin de substituer nos énergies traditionnelles par des énergies non fossiles, des énergies renouvelables. Pour avoir des énergies renouvelables, eh bien, il faut que la Terre soit favorable aux renouvelables. Il faut donc de la terre, il ne faut pas artificialiser. Or, nous artificialisons en France l'équivalent d'un département tous les quelques ans. Et donc, nous sommes en train d'empêcher nos énergies renouvelables de pousser si nous artificialisons trop. Donc, la ville durable, eh bien, c'est une ville qui prend en compte toutes ces questions-là. Quelle est la bonne électronique qui va me faire gérer convenablement mon site ? Quel est le bon urbanisme qui va me faire l'équilibre entre une mobilité nécessaire et un logement efficace et une présence de la nature suffisante pour ne pas artificialiser trop les terres dont on a besoin globalement au niveau des énergies renouvelables. Voilà le tableau dans lequel on se situe. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut le faire. On peut le faire, mais est-ce que ça suppose notamment, ce qui est souvent dit, de reconcentrer les choses, c'est-à-dire d'accepter que l'habitat doit être plus dense? Vous parliez d'étalement urbain, que l'urbanisme doit moins s'étaler, et que par conséquent, cette espèce de rêve que l'on aurait tous, en tout cas certains d'entre nous, du pavillon avec le petit jardin, est peut-être un rêve qu'il faut oublier. Ou alors est-ce que c'est caricatural? Je crois qu'après, la question, c'est au niveau de chaque ville, il faut trouver le bon compromis entre les différentes solutions qui sont nécessaires dans un domaine ou dans un autre. Comment je fais ce compromis? Les uns feront le compromis en densifiant, en rehaussant, en artificialisant moins. D'autres feront un compromis en créant des espèces de villes nouvelles ou de villages où la mobilité n'est plus nécessaire, où on peut avoir des logements efficaces avec une faible mobilité, avec beaucoup de télétravail. Et donc, il y a du choix possible dans les solutions. Les scénarios ne sont pas tous identiques. Ça dépend de la ville, ça dépend de la culture, ça dépend des moyens qu'on y met. Et les tendances sont multiples. Alors, à votre droite, un praticien, puisque Philippe Lavaux, vous êtes maire d'Angoulême et président du Grand Angoulême. Quand on préside comme ça aux destinées d'un territoire, de combien d'habitants? 110 000 pour le Grand Angoulême et 45 000 pour la ville d'Angoulême. D'accord, donc on est sur une ville moyenne. En termes d'habitants, une moyenne qu'on observe un peu partout en France et qui est sans doute plus représentative de ce qu'est la population urbaine française que Paris.
Il y a plus d'Angoulême en France qu'il n'y a de Paris. Oui, tout à fait. Je crois qu'on parle beaucoup des métropoles et c'est vrai que la vision est toujours vue à travers une vision plutôt internationale. Des grandes villes, vous avez cité tout à l'heure quelques-unes. Et quand on parle de développement durable, on a souvent tendance à parler de Londres, de l'écoquartier ou de certaines autres grandes villes à l'échelle planétaire. Je crois que ce qui fait aussi la particularité, voire le particularisme de la France, c'est justement ces fameux 37 000 clochers. Et c'est en même temps ce maillage territorial qui est fait de grandes villes, tout le monde les connaît, Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, et puis des villes intermédiaires, tant en distance en même temps qu'en volume, des villes moyennes ou des agglomérations moyennes qui maillent le territoire tous les 100 à 150 km et qui font effectivement qu'on a des pôles de rassemblement qui sont totalement différents des grandes métropoles. Parce que je crois que les villes moyennes, elles vivent beaucoup plus au rythme de l'être humain. Et je crois que la question du temps est une question qui est essentielle et au cœur de l'urbanisme et de l'aménagement de demain. Déjà, la vision que nous avons, nous les élus, c'est que nous n'aménageons pas le territoire dans l'immédiateté. On le fait sur les 20 et 30 années qui vont suivre, voire même au-delà, et que nous prenons en compte un certain nombre de problématiques qui émanent à l'instant T, mais sur lesquelles nous n'aurons d'action que dans 10 ou 20 ans. C'est quoi les sujets importants, les questions importantes que vous vous posez aujourd'hui Vous l'avez évoqué. Quand vous décidez un aménagement, par exemple Vous l'avez évoqué, la question du logement. Vous avez dit, aujourd'hui, dans cette société beaucoup plus individualiste, on a rompu complètement avec la notion du logement collectif. On se retourne beaucoup plus vers son pavillon, avec son jardin, sans plus avoir cette notion d'habitat partagé, d'espace de vie commun, d'espace de rencontre. Et donc, on se rend compte en même temps que tout ce productivisme de logement qu'on a connu dans les années 60 et 70 a contribué en même temps à stériliser des terres, ça a été dit par le président Loss, stériliser des ressources, des énergies, et qu'aujourd'hui, il nous faut quelque part faire machine arrière. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut réapprendre à vivre ensemble. Je crois qu'une des grandes difficultés aujourd'hui dans la société, c'est de savoir vivre ensemble et de partager. C'est le thème central aujourd'hui ces 3 jours de séminaire. Partager l'espace, partager les déplacements, partager la voie, partager les ressources, partager les énergies, partager les contraintes. Je crois que ça, pour nous, c'est un élément fondamental de l'organisation des villes et des villes moyennes, parce que l'essence même des projets que nous avons, c'est de vivre mieux et de tenir compte à la fois des besoins et des temps de l'être humain. Je crois que ce qui fait la particularité, l'attractivité de nos villes moyennes aujourd'hui, c'est justement de s'adapter aux besoins et aux temps humains, aux différents besoins en fonction des âges, en fonction également des possibilités financières ou même physiques des gens, de les adapter à ce que les gens peuvent ressentir comme besoin, et donc anticiper ces besoins avec, on le sait, le rallongement de la vie, le réchauffement climatique, toutes ces choses qui sont d'ores et déjà acquises et qu'il nous faut nous prendre en compte. Et donc rallongement de la vie, ça veut dire travailler sur l'intergénérationnel, être capable aussi, moi je me rends compte de choses concrètes sur les cités qu'on a à Angoulême des années 60 par exemple, la difficulté de cohabitation aujourd'hui entre des personnes plus âgées, retraitées et avec des jeunes couples avec des enfants, parce qu'on a des bâtiments qui sont mal isolés, qui sont avec beaucoup de promiscuité, et donc la difficulté à la fois de vivre sa retraite paisiblement et de pouvoir entrer dans la vie, avoir des enfants et faire cohabiter aujourd'hui des générations et des modes de vie différents. Donc pour nous, l'enjeu... Sommes-nous prêts à ça ? Alors, sommes-nous prêts à ça? Il faut changer les mentalités, c'est vrai. Moi, quand je parle d'autopartage, par exemple, sur la ville d'Angoulême, de dire, attendez, on n'a peut-être pas besoin tous de rouler avec son véhicule. Tous les matins, on voit des véhicules avec une seule personne, des scléroses de trafic routier, par exemple. On a des problématiques aujourd'hui de maladies respiratoires. On a des problématiques pour certaines personnes d'accéder aux véhicules individuels. Quand on dit partageons la voiture, d'abord par le covoiturage, donc ça veut dire commencer à changer les mentalités et la façon de percevoir le trajet et le transport. Et puis partageons la voiture aussi par des systèmes publics d'autopartage. Faire évoluer aussi, on en parlait avec le président, la vision qu'ont aujourd'hui les pouvoirs publics de ce qu'est le transport en commun. Le fait de partager un véhicule, c'est aussi du transport en commun. Et donc reconnaître le covoiturage, reconnaître l'autopartage comme étant un moyen de transport en commun à temps plein, si on peut dire, à son titre propre, et le faire reconnaître
reconnaître par les autorités comme tel. C'est aussi un enjeu de développement des villes et des sociétés. Et on le voit à travers le covoiturage ou l'autopartage, c'est aussi rétablir des liens entre les individus sur un territoire. Et je crois que dans une société, on a beaucoup parlé, moi j'aime beaucoup le smartphone, j'en ai aussi, mais j'ai toujours été embêté quand je vois des gens qui ne communiquent plus que par des messages, qui ne communiquent plus que par de la vidéo, et de se dire c'est tellement mieux comme aujourd'hui de communiquer, de se rencontrer, de pouvoir échanger, on est des êtres humains. Et je crois que cette société nous a fait oublier cette vertu essentielle de l'être humain que d'être un animal social et d'être un animal qui a besoin de vivre avec les autres et de partager physiquement avec les autres. Et construire la ville de demain, c'est aussi remettre ces lieux de partage au cœur du projet urbain, que les gens puissent se rencontrer. Je donnerai juste un exemple rapide. Le projet de médiathèque que nous avons mis en œuvre au Grand Angoulême, il se situe en plein à côté de la gare. Parce que pour nous, une médiathèque, ça doit être un lieu de rencontre, de partage et d'échange, non seulement au niveau local, en aménagement des modes de déplacement doux qui permettront en centralité à toutes les personnes de venir dans la médiathèque, mais aussi au niveau international. Parce qu'on n'est pas la capitale mondiale de la bande dessinée pour rien, et que les gens qui passeront en TGV et qui passent en TGV, eh ben, ils sauront que là, ils ont un repère où ils peuvent se rencontrer, échanger, et donc un équipement public qui a une vocation non seulement locale, mais internationale. Et je crois que l'aménagement urbain de demain, c'est ça, c'est placer l'homme et c'est placer l'échange et la rencontre au cœur des aménagements qui vont être demain nécessaires dans les villes. Très bien, merci. On va revenir à vous tout à l'heure. Je me tourne vers Luc Wiadinski, qui est donc, comme je l'ai dit, enseignant-chercheur. Alors, je crois que quand vous avez fait votre thèse, si en tout cas je suis bien documenté, vous avez fait un très très gros travail sur la ville de Strasbourg, dont vous avez disséqué tous les temps, jusqu'à vous poster des journées entières devant des commerces pour voir qui entrait, qui sortait, les comptabiliser, etc. Si je dis ça, c'est parce que ça a été évoqué. Il y a une notion qui vous tient à cœur et qu'on voit pas immédiatement, en tout cas pas tout le temps quand on parle de l'avenir de la ville, c'est la question du temps de la ville. À quel temps bat le cœur de la ville, ce qui est un truc fondamental. On vous entend, on vous entend. On m'entend ? Oui. Merci. Je ne sais pas qui vous a dit tout ça. Est-ce que c'est François Loos que j'ai eu la chance de croiser à Strasbourg C'est un truc qui s'appelle Internet. À l'époque, oui, c'est vrai. D'accord. Moi, j'en suis encore à l'ancêtre d'Internet, comme on dit sur certaines chaînes câblées. Voilà, donc je vais répondre à votre question, mais par rapport au sujet, j'aimerais quand même donner quelques petits éléments, si vous le permettez. Un, par rapport à tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui sur cette ville durable, vous savez, il y a deux figures aujourd'hui mobilisables sur la dynamique des villes. Il y a la ville créative et la ville durable. Et chaque élu vient avec sa mallette de ville créative et ville durable, et puis il faut composer avec ça. Alors, première chose, je lui ai dit, on est à Paris ici. Paris, c'est pas fait en un jour. Donc moi, j'aimerais bien qu'on redécouvre le temps long, que ce soit en politique ou que ce soit aussi dans l'espace. On est bloqué dans la proximité et dans l'urgence. Dès qu'il y a un problème, proximité. Dès qu'il y a un problème, tout de suite une réponse, donc on s'adapte. Et puis, cette idée de l'urgence. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point, vous évoquez depuis le départ toujours la question de la ville. Moi, je pense qu'on n'est plus dans la ville, on est dans la métropole, on est dans la métropolisation. Ça rime avec mondialisation, ségrégation. Et Virilio, notamment, a parlé de l'outre-ville. J'aime bien ce terme. C'est la ville au-delà de la ville. Donc ça supporte l'hétérogénéité, la discontinuité, et en gros l'image qu'on doit avoir de ce truc qu'on veut maîtriser ou pas. Moi, je pense qu'on ne les maîtrisera plus. Mais bon, ça, c'est une autre question. C'est une pulsation. Donc on commence à se dire c'est une pulsation d'une heure à partir d'un centre. Et évidemment, c'est toujours plus complexe que ça. Et on a écouté Edgar Morin ce matin. Donc c'est aussi un système complexe. Dans ce système complexe, il y a des gens qu'on va mobiliser. J'aime bien cette idée du compromis, mais ça, François Loos, c'est aussi d'origine alsacienne, donc le compromis. Ok, j'ai une tradition peut-être un peu plus républicaine au sens de temps en temps de trancher et d'attendre encore. Tout à l'heure, je voyais en déjeunant, il y avait une fresque, c'était marqué l'avenir. Donc c'est la raison, le progrès, l'avenir et tout ça. Et je me dis un petit peu à la même façon qu'Étienne Klein, moi j'ai peur aujourd'hui parce que, c'est-à-dire, on nous dit qu'il faut revisiter le passé en permanence. On a le développement durable, donc on a la coquille, il ne faut pas faire aujourd'hui ce qu'on regrettera demain. Et donc on est bloqué dans un présent hurlant où on est sommé d'agir. Et j'aimerais pas être à leur place
respectives là, sur ces questions-là. Donc ça, c'était aussi un élément. Deuxième élément, enfin, ou troisième élément, les habitants de la ville qu'on va consulter dans le compromis, c'est toujours celles et ceux qui votent dans la ville. Or, aujourd'hui, on vote là où on dort et pas là où on vit. Donc, on est dans la pulsation urbaine. Bon, renvoyez à votre vie quotidienne, vous verrez ce que j'essaye de dire maladroitement. Donc, comment on les consulte? Et je pourrais donner un exemple tout à l'heure. Quatrième idée, on a convoqué beaucoup de philosophes à la Cité de la Réussite. Il n'y a pas de ville idéale. La ville idéale, elle n'a jamais existé. Celles et ceux qui croient que c'était mieux avant, comme dirait Tadei, oublient qu'avant, ils avaient 20 ans. Moins compris. Donc la cité idéale n'a jamais existé, sauf chez certains philosophes. Mais revoyez, mesdames, qui était dans la cité idéale grecque et qui votait, qui participait. Et au cinéma, Amélie Poulain et autres. Voilà. Cinquième élément, la ville, c'est un lieu... C'est pas forcément un idéal partagé. Ah, c'est pas un idéal partagé, oui, c'était le sens de ma provocation. La ville, c'est un lieu paradoxal. Elle a toujours été un lieu de rassemblement et un lieu de séparation. C'est l'échelle qui a changé. Dans la ville haussmannienne, on se séparait, on se rassemblait. Il y avait l'estaminet, le café, les trucs. Sauf que maintenant, à Angoulême comme ailleurs, peut-être qu'on se rassemble au McDo. Et c'est peut-être un petit peu plus loin, ou dans les méga complexes de cinéma et autres. Donc ça, c'est un élément important. Autre point qui me semble essentiel, c'est ce qu'a dit François Lot, je voudrais insister là-dessus, c'est, je sais de ma pratique et professionnelle et scientifique, c'est qu'une ville où on se sent bien, une ville qui attire, une ville qui se développe, c'est d'abord et avant tout une ville où on se rencontre, une ville qui est organisée. Ça pose la question de où et quand on se rencontre, d'où le succès de la brocante, du vide-grenier, des nuits blanches et toutes sortes de choses hors temps de travail qui font qu'on fait encore société. Et vous ne me direz pas que vous allez, vous, au vide-grenier de votre rue parce qu'il y a un superbe truc que vous voulez racheter. En fait, vous rachetez le truc d'un copain et ensuite vous lui revendrez. Vous êtes là pour autre chose. Vous allez faire famille dans ce vide-grenier ou rencontrer d'autres personnes. Ensuite, dans la question, c'est la notion de l'habiter qui me semble importante. Et là, je vais piquer un philosophe, pas un existentialiste, mais un philosophe de l'existence qui est encore vivant, qui s'appelle Henri Maldinet. Comme quoi, ça conserve la philosophie. Il a 101 ans, je crois, demain ou après-demain, donc je lui rends hommage. Il dit que habiter, c'est exister, c'est-à-dire être au-devant de soi dans la rencontre. Et la question qui est posée dans la ville, c'est ça, c'est être soi-même, mais être aussi au-devant de soi dans la rencontre, et ça me semble être l'élément important. Autre point important, c'est le fait qu'il n'y a pas des grands élus, des grands urbanistes, une black box là, qui décide de tout. Par nos choix de consommation, nos choix de mobilité, on pratique et on fabrique de la ville. Alors pour répondre enfin à votre question, moi il y a 3 axes qui me semblent essentiels quand on veut réfléchir au développement durable. D'abord il y a l'énergie. Il y a 3 leviers, l'énergie. Alors ça je laisse aux ingénieurs, à l'ADEME, je ne sais pas faire. Je suis simple géographe, donc l'énergie je ne sais pas faire. J'ai quelques idées et poncifs, mais franchement non. Par contre il y a un truc qui s'appelle l'espace. Ça on sait un peu en tant que géographe faire, en tout cas regarder. Et je voudrais dire tristement qu'il n'y a plus de politique d'aménagement de cet espace. Excusez-moi, vous allez me dire le contraire de ça. Vous allez me dire, nous, à Angoulême, on a un SCOT, un schéma de cohérence territoriale, voilà, bon, c'est un bel outil culturel, sauf que entre la réflexion, la mise en place, la déclinaison, il nous reste un seul élément, et j'ai dirigé aussi une agence d'urbain. Il y a un seul outil d'urbanisme en France, c'est à l'échelle de la commune, ça s'appelle le PLU. Et un PLU, j'ai vu des PLU de petites communes bricolés pour, allez, je vais dire 16 000 € par un cabinet copain. Donc on met tout ce qu'on veut n'importe où. Et depuis qu'on me parle de la ville durable, et ça fait il y a 15 ans, j'ai même fait une liste associative aux élections en mettant ça en avant. On m'a dit c'était techno, ça ne marchera jamais. C'était il y a 15 ans, ça marche aujourd'hui. La preuve, on est là-dessus. Mais il n'y a plus d'aménagement du territoire. Donc le deuxième levier, ça devait être l'espace. Et là, il y a une force pour le politique. Et donc ça pose aussi la question de l'intérêt général et du repli de l'État. Il n'y a plus d'État. Il n'y a plus de services de l'État qui accompagnent les territoires. Alors, par contre, il y a foultitude de consultants, d'agences et autres qui participent de l'aménagement et de la co-construction, peut-être dans le compromis. Mais moi, ça m'interroge sur le niveau. Et troisième temps, c'est celui qui vous intéressait, c'est la question du temps. Il me semble que la troisième clé qu'on n'utilise pas, et moi j'inviterai vraiment une fois de plus François Lot et l'ADEME à se lancer dans cette bataille-là, c'est de se dire chaque fois en France et ailleurs qu'on a une idée, une fonction, un projet, qu'est-ce qu'on fait ? On fabrique un magnifique objet célibataire en périphérie et qu'on va offrir de temps en temps aux quartiers en crise pour essayer de faire de la mixité. Je caricature, hein, c'est pour aller vite dans le propos. Moi, je me pose la question de la polyvalence. Et si, dans tout ce qui existe comme bâtiment, on mettait de l'intelligence collective pour se dire, ici, là, on est là, et on va disserter, on va échanger sur une thématique.
Tout à l'heure, on pourrait avoir d'autres activités. Ce soir, pourquoi pas des SDF. Demain matin, un petit atelier de bricolage. Que sais-je. Comment on fait de la polyvalence? Cette polyvalence, vous allez me dire, c'est complètement utopique, parce qu'il y a des règles, parce qu'il y a un certain nombre de problèmes de sécurité, mais ça me semble possible. C'est géré, par exemple, à Paris, autour d'un truc, vous ne faites peut-être pas le lien, mais Paris-Plage, c'est des berges qui se transforment à un moment de l'année en autre chose. Pour le meilleur et pour le pire, on peut en discuter. Mais là, il y a une rotation. Comment, quand on fabrique un bâtiment, on oblige à une espèce de haute qualité temporelle? Et on fait en sorte qu'on ne met pas une seule activité. J'ai habité face au Parlement européen. François le connaît très bien, ce Parlement européen. Il doit servir 2 jours, 3 jours par mois. Voilà, donc la polyvalence des activités, et c'est un magnifique sarcophage, superbe. Mais voilà, donc les réponses, c'est un peu d'intelligence, c'est pas des coûts énormes, mais c'est comment on met de l'intelligence là-dessus. Et j'y arrive pas. Enfin, je veux dire, ça fait 15 ans en agence des temps et des mobilités, à l'université, on n'arrive pas à faire prendre ce truc du temps. Et vous pouvez lier le temps et l'espace, et je termine là-dessus, en disant simplement, dans les schémas de cohérence territoriale, comme on le fait par exemple aux Pays-Bas, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait dire, quand on met en place une zone d'activité ou un lotissement, on ne le met pas à moins de 10 minutes d'un pôle de service. Vous fermez vos oreilles, mais j'ai aussi travaillé un peu dans l'aménagement, le développement économique. Qu'est-ce qu'on fait généralement en France quand on veut installer un lotissement ou une zone d'activité? Qu'est-ce qu'on fait généralement? On le met là où ça gêne le moins. Donc on le pousse aux limites du finage communal, et puis après on crie, c'est ceux qui ont les moyens de crier, le droit à la mobilité, c'est le droit des droits, c'est le droit à la mobilité, et là on tire les réseaux pour pouvoir ramener tout ça vers le pôle de service. Voilà, il y a des petites choses qui me semblent du domaine de la contrainte, du domaine du niveau d'intérêt général, et puis du domaine d'un petit bricolage qui, au demeurant, permettrait de faire ce lien et cette rencontre. Parce que le temps, c'est une dimension qui appartient à tout le monde et à personne. Donc on est obligé de discuter, en tout cas d'en discuter et de proposer un certain nombre de solutions. Très bien. J'étais trop long. On va y revenir, je pense qu'il y a certains concepts qui méritent d'être développés et illustrés, évidemment, mais merci déjà pour contribuer à fixer un cap dans cette discussion. Pour ce petit tour de présentation, on termine avec François Marty du groupe Shenley. Vous pouvez nous présenter ce qu'est le groupe Shenley et pourquoi vous l'avez... Enfin, comment ça s'est créé, puisque vous en êtes le fondateur ou cofondateur. En 2 mots. Ouais, non, je ne vais pas répondre à ça parce que vous irez non, voir mais sur François, le site internet Shenley. Vous irez voir sur le site internet Shenley. En 2 mots, dites-nous quand même 2 mots, pour savoir d'où vous parlez, on a besoin. D'où je vais parler, je vais y arriver. Je vais reprendre derrière lui ce que je n'aurais pas pu dire s'il n'avait pas dit. C'est-à-dire qu'on est, comme disait Audiard, dans un monde où quand un philosophe réfléchit, il y a un con qui marche, mais c'est quand même le con qui va le plus loin. Bon. Oui. Et ça a 2 conséquences. Ça a 2 conséquences. C'est que si le con est vraiment con, ça nous fait des catastrophes. Et s'il ne sait pas qu'il a, sans avoir de philosophie, trouvé quelque chose, ça permet des choses. Mais dans un cas comme dans l'autre, la société ne s'est pas arrêtée. Parce qu'il y a un truc qu'on ne dit pas, c'est que non seulement la vie de demain, elle se construit déjà aujourd'hui, mais elle se construit avec les règles d'aujourd'hui, dont on sait qu'elles peuvent être des échecs. Je donne un seul exemple. On est un pays merveilleux qui sait comment fabriquer les pauvres. D'abord, on en a toujours eu ce qu'il fallait. Ça fait vivre beaucoup de gens. Il y a des diplômes, des professions, des carrières. Maintenant, tout est bien. Bon. Dans le logement social, on fabrique aujourd'hui toujours avec le même mythe. Pour les gens qui ne peuvent pas payer beaucoup, il faut faire des maisons pas chères du tout. Comme ça, on est certain qu'ils auront plein de charges, qu'ils seront entièrement endettés, qu'il y aura des services sociaux, etc., etc. C'est impossible de changer cette règle, qu'on n'est quasi plus les seuls à avoir en Europe, si on enlève l'Espagne, la Grèce et le Portugal, où d'un côté, il y a des budgets d'investissement pour construire dans la comptabilité publique, et de l'autre, il y a des budgets de fonctionnement. Et dès qu'on touche au logement social, le budget de fonctionnement, c'est le pauvre. Donc, je vais parler juste d'un de nos projets, qui est la foncière Shenley, qui est un rêve complètement délirant. C'est, vous savez, moi je suis un militant écolo, je suis aussi au MEDEF où je fous un bazar assez sympa, c'est-à-dire c'est pas quand j'arrive, c'est quand je repars, mais ça se passe bien en général. Et en tant que militant écolo, je suis étonné de voir tous mes potes d'éco-bâtir, de la voûte nubienne et tout, incroyablement militants et en art, ne construire que pour des bobos friqués. Et en plus, donneur de leçons. Est-ce que votre camion est écolo? Oui, il a des roues en paille, c'est pour ça qu'on arrive en retard. Enfin, bon, le niveau de débat est assez lamentable. Bon. Et moi, je me suis dit, mais est-ce que ça ne serait pas un vrai rêve d'avenir de faire une maison à 2500 € hors foncier, passive, entièrement équipée, que ça soit en Internet, en VMC, qui coûte pas de rond, en toiture végétalisée, etc., pour les gens à 70% du SMIC. Voilà, ça devient un rêve. Bon. Alors, quand vous avez un rêve comme ça, il faut être ou socialiste ou Christophe Colomb. C'est-à-dire,
Vous partez, vous ne savez pas où vous allez. Vous y arrivez, vous ne savez pas ce que vous avez découvert, mais vous l'avez fait avec l'argent des autres. Hein. C'est ça la définition, quoi. Bon. En gros. En gros. Alors. Vous voulez qu'on aille taper l'Espagne pour leur demander s'ils ont de la thune, hein? Alors, donc l'idée qu'on a eue, avec des ingénieurs extrêmement baraqués, j'en parlerai après, mais c'est moins important, c'est, oui, j'ai aujourd'hui une foncière où il y a GDF Suez, BNP Paribas, Amundi, Schneider, Crédit Agricole, Crédit Coopératif. C'est quoi une foncière? Une foncière, je vais le dire après, enfin plein d'actionnaires, il y a Renault qui est en train d'arriver, la Banque Postale et tout. Je dis à ces gens-là, dans ma société immobilière foncière, vous allez apporter votre argent. Je vous promets que vous ne serez jamais rémunéré en dessous de zéro. Je vous promets que vous ne serez jamais rémunéré au-dessus de zéro parce qu'on est bailleur social. Et faites-moi confiance, j'ai fait toute ma scolarité avec le zéro. Vous avez vraiment affaire à un spécialiste. Voilà. Bon. Alors vous récupérez zéro ou vous récupérez votre En plus, mise? de façon très tordue, je suis un des rares citoyens à vivre des lois que j'ai écrites. Donc quand j'étais au cabinet Asquith, j'ai écrit les lois sur l'épargne salariale solidaire, ce qui est devenu l'ISR, etc. Et je leur dis, cet argent ne vous coûte rien parce qu'on est aussi un très beau pays où l'argent de nos retraites ou de nos contrats d'intéressement peut être placé à des endroits qui viennent détruire nos propres emplois. C'est-à-dire que les veuves écossaises du Texas, par exemple, c'est un fonds d'investissement bien connu. Il n'y en a plus beaucoup au Texas des veuves écossaises, c'était du temps des cow-boys. Mais comme des rataiseurs, Monsanto, c'est un comique à côté au niveau de l'économie. Vous voyez, bon. Donc, comment on fait que cet argent qu'ils sont obligés de mettre dans des projets solidaires vienne dans ces projets-là? Puis on leur dit, ben voilà, quand on fait un logement social en France, on met 5 à 10% de fonds propres. L'État met 7% dans le meilleur cas actuellement. Et puis on emprunte tout à la Caisse des dépôts, donc il faut faire vraiment un logement de merde. Nous, et j'ai pris une leçon, je dis très simplement, du propriétaire du Francis Lefebvre, qui a mis son argent, et puis il a dit, moi voilà, je te donne une leçon. Si je te donne 10 et que tu fais beaucoup de maisons, bah, tu n'es pas un mec très intelligent. Si je te donne 10 et que tu fais presque pas de maisons, mon argent n'est pas risqué. Et alors là, je vais chercher tous mes copains pour qu'ils mettent chez toi. Donc j'ai mis ça en œuvre, c'est-à-dire que nous, on met 30% de fonds propres, on trouve 30% d'autre argent, et puis on met 40% d'emprunt. Et alors, on le fait pour les gens. C'est le premier point que je voulais soulever. Je suis un peu long, moi aussi, je suis désolé. Mais on a déjà levé 3 millions d'euros sans faire trop d'efforts, puis d'ici 2016, on aura levé 12 millions d'euros pour arriver à faire ça. Mais à quoi je voulais répondre? Ben, ce n'était pas du tout au logement au départ. Moi, j'avais un problème, je suis dans l'insertion, je m'occupe de chômeurs. Et quand j'étais petit, puisqu'on parle de l'avenir, l'avenir qu'on nous présente et l'avenir qu'on a n'est pas le même. Moi, on m'a promis quand j'étais petit que quand on serait grand, ça serait les machines qui travaillaient à notre place. C'est arrivé. On n'a juste pas dit ce qu'on faisait des gens, au passage. C'est arrivé. Et l'avenir qu'on nous prévoyait, on aurait été sur la Lune tous les 2 minutes avec des voitures qui flottaient sur l'air, mais on n'a pas pensé à Internet, etc., etc. On n'a pas pensé à tout ça. Et on n'a pas pensé qu'on est un pays qui, en même temps que la ville, fabrique dans la ville les gens qui ne peuvent plus vivre économiquement. Et je vais vous donner un exemple de boulot qu'on a vécu et qui est marrant. J'ai une machine pour scier des troncs d'arbres. Alors, vous verrez sur le site internet, on va chercher dans les lieux fragiles, dans le Nord-Pas-de-Calais, puisqu'on n'achète pas nos bois ni en Pologne, ni en Russie, ni etc. La France est le deuxième, dans notre balance commerciale, le bois est le 2e poste d'importation, juste après le pétrole, alors qu'on a une belle forêt. Et dans nos territoires, moi j'ai une scierie, etc., tout ça s'écroule. Donc nous, avec des ânes, on va chercher les arbres fragiles dans les endroits fragiles, avec des ânes. Et au passage, en insertion, c'est vachement bien, parce que pour un mec qui a fait 15 ans de tôle, vaut mieux qu'il bosse avec un âne qu'avec un éducateur. Et ça se passe beaucoup mieux. Bon. Excusez-moi de le dire, on a une façon de socialiser tout le temps. Les gens, ils ont besoin de vivre. Bon, on va chercher les bois, on fait des maisons, on fait etc. On a plusieurs entreprises et on donne de la vie avec ça. Et on ne parle pas de ce qu'on va ni construire en ville, avec qui, avec quels matériaux, et ni quel travail on donne aux gens. Donc on a en France parfaitement tout coupé en tranches, ce qui fait que rien ne peut se rejoindre. Alors c'est pour ça que c'est pas intéressant de parler de mon groupe. Moi je suis sur cette thématique qui a commencé, c'est de dire, en plus, c'est pas forcément vrai qu'en 2050, tout ce qu'on a décidé sur la ville soit vrai aussi. Absolument. C'est-à-dire que ça, c'est un concept, on réfléchit tout notre avenir avec les règles du passé, et dès qu'on pense autrement, on n'a pas le droit de le dire. Alors, j'ai cité du Audiard, mais alors on est à la Sorbonne, je vais faire mon savant, ça va être ma minute culturelle, c'est très court. Il y a un père du désert qui s'appelle Grégoire de Nice, alors rien à voir avec Brice de Nice, hein. Nice, N-Y-2-S-E, c'est en Turquie, et il avait un problème, il perdait ses moines dans le désert, parce qu'à chaque fois qu'il y avait une tempête, les chemins étaient effacés. Et ça n'avait plus aller les ravitailler, donc il y en a qui mouraient de soif, d'autres de faim, d'autres... Bon. Et alors, il a eu cette théorie qui est très belle, il a dit, le chemin n'existe pas, c'est parce qu'on marche qu'il existe.
Et on ne sait pas quelle va être la ville de demain, avec qui elle va être construite, comment elle va être habitée. Alors après, tout à l'heure, je reviendrai, comment on a fait avec les gens? Parce que le seul truc, tout le monde parle de la ville et tout ça, mais comment est-ce que ça ne serait pas intéressant de faire les maisons, les villes, etc., à partir des gens? J'y reviendrai à un autre moment, je ne vais pas être trop long. Très bien. Alors, pour qu'on soit au maximum dans l'échange, je vais demander aux étudiants que j'ai cités très rapidement tout à l'heure, en l'occurrence du lycée Provence de Marseille, de l'école des ingénieurs de la ville de Paris et de Ionis STM, qui sont répartis quelque part au premier rang. Si vous voulez vous lever, qu'on vous voit, je crois qu'il y a des micros prévus pour vous. Voilà. On va prendre 2-3 questions à la fois et puis commencer d'y répondre et on viendra ensuite tranquillement vers les questions de la salle. Allez-y si vous voulez, on écoute vos questions. Bonjour. Bonjour. On m'entend. Je m'appelle Clarisse, je viens du lycée Provence de Marseille et j'ai 2 questions pour vous. Vous avez beaucoup parlé de rencontres et dans ma ville, Marseille, qui est une ville avec une grande mixité sociale, j'ai toujours rencontré des gens différents, mais j'ai un problème, c'est que, et je veux savoir si vous êtes en accord avec moi ou pas, je pense que les HLM sont une incitation à l'exclusion sociale. C'est ma question. Et j'aimerais qu'on en débatte. Et j'ai une autre question qui concerne l'aspect écologique et qui est, on parle beaucoup de tri, de tout ce qui est développement durable. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'il est possible d'instaurer un système de recyclage, mais qui soit possible à 100% et surtout viable et durable? Parce que j'ai l'impression que tout ce qu'on instaure, au bout d'un moment, ça s'en va. J'ai l'impression que les gens réfléchissent trop et voilà, je voudrais qu'on en parle. Très bien, merci. Bonjour, donc je suis doctorant à l'école des ingénieurs de la ville de Paris sur l'énergétique urbaine et on a parlé beaucoup de transports en commun, mais ils ne répondront pas à toutes les demandes, pas à tous les besoins. Alors souvent on présente la voiture électrique comme une solution, mais on a parlé aussi, le véhicule individuel, c'est un des gros moteurs de l'étalement urbain. Alors quelle place on lui accorde à cette voiture électrique et surtout quel territoire on vise par des politiques d'aide ou d'encouragement, ou au contraire quel territoire on ne vise pas avec la voiture, avec le véhicule électrique? Ok, c'est noté. Merci. On écoute une autre question. Je vous remercie pour vos exposés très stimulants. J'avais une question à Monsieur Lavaux. C'est le moins qu'on puisse dire. En tant que praticien de la ville, une question assez directe et assez précise. Vous parliez d'habiter ensemble dans une logique progressiste et en pensant à l'avenir. Qu'est-ce que vous avez comme solution et comme exemple? Alors, l'autre question et ensuite, j'ai vu que vous étiez également par ici. On va revenir vers vous. Je vous demande, je sais que c'est frustrant, mais si on veut comme ça organiser la circulation de la parole au maximum, d'essayer d'être concis. Je ne vous demande pas nécessairement d'être bref, mais concis dans vos réponses pour que chacun ait la parole. Alors, première question sur le HLM et l'exclusion sociale. J'imagine globalement que tout le monde est à peu près d'accord avec le constat que vous dressez, mademoiselle. Est-ce qu'on peut aller un cran plus loin, peut-être en faisant émerger des solutions? Déjà, sous le sigle HLM, c'est une habitation. C'est-à-dire que cette première notion, c'est comment on fournit une habitation, en gros à 70% de la population, c'est-à-dire avec un loyer et des charges qui soient abordables. Moi, je préfère, sur ma commune, parler de logement abordable, parce que ça concerne aujourd'hui, il faut le savoir, 70% des Français. Donc, c'est leur permettre de pouvoir avoir un toit, de pouvoir se chauffer, de pouvoir élever des enfants, de pouvoir s'épanouir. Et ça réside, et ça répond un peu à la question de monsieur sur des exemples concrets, sur 2 aspects. D'une part, on l'a dit, il faut éviter de consommer trop d'espace aujourd'hui. On a besoin d'espace. Donc, réutiliser l'espace qu'on nous a légué. On nous a légué un patrimoine qui aujourd'hui n'est pas totalement durable en termes d'économie d'énergie, mais qui souvent est laissé en friche. Moi, je vois sur le centre-ville d'Angoulême, j'ai mis en œuvre ce que j'appelle un projet urbain, où j'ai de la préemption publique, c'est-à-dire que je rachète des bâtiments et ensuite j'aide ceux qui vont réhabiliter ces bâtiments selon certaines normes. Bâtiment basse consommation, c'est pas toujours si on atteint les normes, mais en tous les cas, c'est le principe de base. Et des bâtiments patrimoniaux qui sont énormes en centre-ville, qu'on divise en appartements, justement, où des gens vont pouvoir vivre ensemble. Ça veut dire qu'une HLM, c'est pas seulement un logement neuf qu'on va construire sur un quartier
périphérique. C'est aussi réutiliser le patrimoine ancien et valoriser ce patrimoine ancien en cœur de ville. Et puis c'est aussi sur les programmes de construction, parce qu'il y a naturellement aussi, et ça c'est ce qu'on appelle les grosses opérations de rénovation urbaine, des destructions d'aberrations qui étaient très utiles en leur temps mais qui le sont beaucoup moins aujourd'hui. La destruction de logements et de la reconstruction, vous le connaissez dans la région Île-de-France, les barres de HLM qu'on détruit, on reconstruit des ensembles plus petits, plus compacts, où on peut faire moins d'étages, moins d'appartements, où on peut vivre ensemble avec en même temps des jeux pour les enfants, des lieux pour se rencontrer, des bancs, des pistes cyclables pour y accéder, un certain nombre de caractéristiques. Et ça contribue aussi à donner des logements qui sont au prix du logement social. Alors, chez nous, ce qu'on met en œuvre, c'est à la fois des logements de centre-ville. Vous arrivez à avoir chez nous un T3 pour 370 € par mois aux normes BBC. Et de la même manière, si vous voulez habiter un petit peu en périphérie, dans un coin, un petit quartier qui s'appelle Ma Campagne, qui a des vraies aires de campagne, vous avez aussi des petits appartements où pour le même prix, vous faites le choix d'habiter à plusieurs à proximité de la nature. Donc ça aussi, c'est des choix stratégiques qui sont faits. Et comme le disait M. Marty, effectivement, ça correspond peut-être à un besoin d'aujourd'hui. On fait peut-être des bêtises aujourd'hui qu'on paiera demain. Mais aujourd'hui, on répond justement à une population qui a un certain pouvoir d'achat et qui peut aujourd'hui mettre très peu d'argent dans ce logement et surtout dans ce qu'on appelait le fonctionnement tout à l'heure, c'est-à-dire les charges. Et donc l'intérêt, c'est d'avoir non seulement des logements qui consomment peu, mais aussi des logements qui soient productifs. C'est ce qu'on appelle la énergie positive. Et que cette énergie qu'on va produire, on la partage avec les autres. On est la ville du partage, qu'on évite de produire de l'énergie pour produire de l'énergie, mais qu'on soit capable à un moment donné, y compris à travers le logement, sur des espaces publics, de pouvoir réutiliser cette énergie, de l'éclairage public, des manifestations. Et je tenais à dire à notre collègue géographe qu'à Angoulême, non, les gens ils ne vont pas se regrouper dans les cinémas de périphérie. Il y a 6 festivals internationaux à Angoulême. Ils ont de quoi se regrouper, se rencontrer, boire ensemble, rire ensemble, et donc ils n'ont pas besoin de tous ces artifices. Alors, sur les HLM, François Marty, sur la question de mademoiselle. Je ne sais pas si c'est celui-là, oui. Le paradoxe des HLM, c'est quand on les détruit, les gens qui y vivent sont vachement malheureux parce que c'était leur histoire et leur identité. Nous, on a vécu ça à Calais. Moi, je voudrais le prendre par un autre bout. Il n'y a pas de bonne réponse là-dessus. Alors, à Marseille, je travaille avec Actavista, puisqu'on a un réseau national de 800 salariés et 17 entreprises. Et il y a une chose que je voudrais dire, c'est qu'on peut tout reprendre avant de construire. Je vais le prendre par ce bout-là. On ne parle jamais avec les habitants. Je donne 2 exemples d'opérations qu'on a fait. La première, on a rassemblé les mères de famille pour 4 maisons qu'on faisait. Les mères de famille, elles ont demandé 3 choses. Elles ont dit, nous, quand on arrive, on rentre. On a les clés de la voiture, les clés de la maison dans la bouche, les courses sous les bras et les gamins au bout. On voudrait toilette, salle de bain et un cellier. Et l'architecte a demandé quel était le concept du cellier. Elles ont dit que la façon du Nord, c'est ça qui fait qu'on est des bonnes mères de famille ou pas, parce qu'on nous dit que nos maisons sont sales, mais on n'a rien pour les ranger, on ne sait pas où mettre la machine à laver, on ne sait pas où mettre les confitures ni les courses. 1. 2, elles ont demandé, on dit qu'on est des mauvais mères de famille, mais nos gamins, quand ils sont dans leur chambre, ils entendent toute la télé en bas, ils entendent tous les voisins et tout, ils ne peuvent pas se concentrer. On aimerait que quand le gamin est dans sa chambre, il n'entende pas la télé en bas. Et la 3e chose qu'ils ont demandé étonnamment, c'est au rez-de-chaussée qu'on ait des portes-fenêtres où on puisse laisser passer un lit d'hôpital. En disant parce que nous, c'est la grand-mère, elle n'ira pas mourir à l'hospice parce que comme ça, voilà, c'est bon, c'est les gens. Puis si on a un enfant malade, voilà. C'est des trucs qu'aucun archi n'aurait pensé. 2e exemple, très rapide, en rural comme en pas rural. Les personnes qui ont vécu 60 ans dans leur quartier, qui connaissent tous leurs voisins, à un moment, ne peuvent plus se fréquenter parce qu'il y a 50 mètres ou 300 mètres à faire. Et même si on leur met des déambulateurs customisés avec radio et appel le phare et tout, ça ne fera rien du tout. Bon, elles ne peuvent plus vivre, voilà. Et là, on travaille avec Ciel, l'association Ciel Bleu, SIEL, qui fait de la gymnastique pour les personnes âgées, avec Jean-Michel Ricard. On a un projet en commun de maison de personnes âgées à l'envers. Notre projet s'appelle Donnons de la vie aux années. Alors voilà ce qu'on a décidé, je le fais très vite. Des appartements de plein pied, en PLAI, PLAS, etc. et tout, très bien équipés pour les personnes âgées. Parce que quand vous parlez avec les personnes âgées, ils vous disent, mais c'est que de la vraie vie. Ils disent, la salle de bain, il faut me la faire très grande, mon vieux, parce que maman, maintenant qu'elle a son déambulateur pour me nettoyer les pieds, elle prend un temps fou. C'est toujours la femme qui se fait engueuler sur ces trucs-là. Hein. Et il nous faut une salle de bain où on dérape pas, parce que nous, à nos âges, si on dérape, ça y est, on est mort, quoi. Bon. Ils demandent d'avoir des salles pas trop claires, parce qu'ils disent devant Derrick, ils s'endorment, parce que vous dire, le suspense est tellement déjà total, bon, etc., etc. Mais il y a plein de choses comme ça. Et nous, on a découvert dans nos opérations que c'était les personnes âgées qui, en termes de bruit, dérangeaient les familles. Comme quoi, on a des schémas à la con. Parce qu'une fois, grand-père, il est parti se coucher, et c'était sur TF1, et il a éteint le sonotone au lieu d'éteindre la télé. Bon. À 1h du matin, il y a l'émission avec les chasseurs, et donc il y a eu des coups de feu
Donc les flics sont arrivés ventre à terre, la famille réveillée au-dessus, etc. Bon. Voilà, quand on parle avec les gens. Puis on dit, mais ces personnes âgées, si on les met ensemble, elles ont envie d'avoir une vie sociale. Alors on va leur mettre la salle pour faire la gym avec ciel, pour faire leur loto, leur repas de vieux, mais aussi des trucs qu'il y a dans le coin. On peut y faire le dépôt de pain quand on est dans le rural. Puis on va y mettre un appartement en plus pour que leur famille puisse visiter à tour de rôle. Et mis dans le coût de l'opération, ben c'est ça. Puis vous apercevez, quand vous parlez avec les personnes, ils disent, ouais, il faut nous faire ça vite, parce que nous, après, on n'aura plus l'âge pour déménager. Et donc, monsieur le maire, et alors là, nous, on est à l'aise tous les deux là pour déconner, parce qu'on n'a pas vos responsabilités. Mais à Angoulême, vous avez combien de maisons qui sont aux normes des personnes âgées qu'il y aura dans 10 ans en Europe? On est après la virgule de 0%. Voilà. Et donc, c'est tout ça qu'il faut repenser autrement. Donc, le problème du HLM, quand on l'a fait, ça correspondait vraiment à quelque chose qui était utile. Et moi, j'ai vécu dans les HLM à Hermont. Et ben, c'était tout neuf, c'était vachement bien. Et tous ceux qui n'avaient pas les HLM, qui avaient les vieilles maisons, se foutaient d'eux. Bon, comme quoi, ça change avec l'histoire. Donc, il n'y a pas de réponse définitive. On peut essayer de ne pas faire toutes les erreurs en même temps. C'est juste ça. Sur la question du recyclage et sur celle des véhicules individuels, François Loos. Oui, sur la question du recyclage, je ne vais pas être très drôle, mais quand vous prenez les métaux, le papier et le verre, on récupère en France 50%. Aller plus loin, c'est nécessaire, mais ça devient de plus en plus difficile. Récupérer plus de papier, il faut le faire, parce qu'on a des voies qui servent, qui seraient utiles. Ça fait 50%. Demain, il faut récupérer le plastique, il faut désosser les vieilles voitures, il faut avoir un travail là-dessus. On met le paquet pour qu'on aille le plus loin possible, mais arriver à 100%, ça j'en rêve pas. Je pense que c'est trop dur. Mais il est intéressant de constater que, par exemple, toute l'électronique, quand on transforme l'électronique pour en extraire les matières premières, c'est comme une mine d'or. C'est-à-dire le pourcentage de métaux qui sont dedans, de métaux précieux qui sont dedans, c'est comme dans une mine d'or, et les proportions et les coûts sont à peu près les mêmes. C'est ce qu'on appelle la mine urbaine. Donc on commence à voir des entreprises qui font ça, qui récupèrent les circuits imprimés, qui les valorisent, certains métaux précieux qui sont trouvés comme ça, et il y a des pays dans le monde qui s'en font une spécialité, la Chine. L'autre question, c'était sur les voitures électriques. Alors le maire d'Angoulême est un grand spécialiste de la voiture électrique ou de la place du véhicule individuel. Et électrique. Moi, je pense que demain, on va avoir sur les smartphones des informations. Ça, c'est une étape. Ça va venir. Ça va vous aider à choisir l'itinéraire que vous allez prendre pour tout ce que vous allez faire, si vous avez envie. Mais je pense que la plus grande économie, c'est quand on est à plusieurs par voiture. Le covoiturage. Et la prochaine étape, ce sera de mettre le covoiturage dans le système smartphone. C'est-à-dire d'avoir des services de mobilité. Nous passons dans ce qu'on appelle l'économie de fonctionnalité. C'est-à-dire, au lieu de vendre des produits avec le risque qu'ils soient délocalisables parce que plus facile et moins cher à fabriquer ailleurs, on doit vendre des services. On doit vendre le service de mobilité, comme à Paris, vous avez les Autolib. Il faut développer ce genre d'initiative. Et les véhicules électriques, aujourd'hui, leur handicap, c'est qu'ils n'ont qu'une autonomie de 100 à 150 km. Donc c'est très bien pour les gens qui se déplacent environ de 100 km par jour et qui ont une prise chez eux à la maison. Ça, c'est un marché potentiel énorme pour tous les Français. Mais c'est sûr qu'à Paris, si vous habitez dans une copropriété dans la région parisienne, c'est beaucoup plus difficile. Monsieur Vanassi, sur les questions qui ont été posées, notamment là on parle de mobilité. Je ne sais pas si vous avez travaillé sur ce concept, mais est-ce qu'il ne faut pas qu'on apprenne aussi une certaine forme de démobilité? C'est-à-dire que cette espèce de droit à la mobilité tout le temps, à toute heure, et une forme d'immédiateté, c'est quelque chose qui nous perd et qui demande des infrastructures colossales. Alors, non, c'est toujours celui-là. Voilà. Ça marche. Oui, alors. Bon, j'ai beaucoup rêvé au télétravail, j'ai beaucoup rêvé à la possibilité de limiter la mobilité, au sens des individus. Je ne parle pas de l'information et les biens aussi, éventuellement les matériaux, mais quand on regarde autour de soi et quand on rentre de vacances en septembre, qu'est-ce qu'on raconte à ses amis? Est-ce qu'on raconte, en ce qui me concerne, qu'on est resté à Grenoble et qu'on a travaillé dans un jardin partagé et qu'on s'est emmerdé pendant 2 mois?
ou 3 semaines, ou 1 semaine, ou 2 semaines selon. Ou bien on raconte, et ça c'est la course à l'échalote, qu'on revient juste de l'autre bout du monde, c'était super, et puis là, puis machin, puis j'ai pas payé très cher, c'était low cost. Puis après on se rend bien compte que, ah oui, donc ça veut quand même dire que cette mobilité, c'est une valeur. Alors évidemment, il y a le ralentir, évidemment, il y a le vivre et travailler au pays qui revient, j'allais dire et crever au pays, parce que des fois ça sent le rance aussi, cette idée de l'enfermement, mais toutes et tous, on a tous des vêtements, des outils qui viennent d'ailleurs, qui sont dans cette mobilité. Donc moi il me semble que la question, on n'arrêtera pas cette culture de la mobilité, j'y crois pas. J'aimerais, mais j'y crois pas. Parce que plus on a mis en place des technologies qui nous permettaient d'échanger, plus on a créé de contacts, plus les statistiques montrent qu'on a bougé. Donc j'y crois pas. Et pourquoi on dirait, toi, t'es pauvre, t'as pas le droit de bouger, toi, t'es un hypermobile, élu, grand patron d'entreprise, tu peux circuler. Donc ça me semble être un premier point. Le deuxième, c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'aménagement du territoire. Si vous ne faites pas un aménagement du territoire à long terme, c'est-à-dire si vous continuez à séparer des endroits où on travaille, des endroits où on s'amuse, des endroits où on s'approvisionne et des endroits où on dort, plus des endroits de loisirs, si on ne fait pas ça, c'est-à-dire une politique d'aménagement du territoire qui ne soit pas dans l'urgence, donc une stratégie, c'est-à-dire qu'il y a un acteur qui porte, qui ait des moyens, qui ait une vision, mais j'en sais rien. Moi, je regarde les scénarios d'Adatar, il y a 400 cartes sur le territoire national. Je ne sais pas quels sont les choix. On parlait ce matin de 4 scénarios possibles, et puis on choisit le moins pire, et puis on essaye d'eux. Là, il y en a une foultitude de scénarios. Donc je ne sais pas. Donc si on ne fait pas ça, on a un éclatement de la ville. Alors avec des adaptations, des pouvoirs locaux qui peuvent un petit peu jouer, mais en même temps, on a cet éclatement. Donc, on va être dans quoi? On va être dans une société qui va être en mobilité zigzagante. Même dans les zones où il reste encore un peu d'industrie, un ouvrier de l'industrie dans une usine à Sochaux, par exemple, quand il va travailler, eh bien, il y a à peu près 70% d'entre eux qui ne font pas point A à point B, c'est-à-dire domicile, travail, domicile. Ils s'arrêtent. Ça s'appelle, quand vous les suivez par GPS, des mobilités zigzagantes. Pourquoi? Parce qu'ils vont au travail, mais en même temps, ils s'arrêtent pour chercher du pain, puis éventuellement pour déposer des affaires, puis les gamins, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'on a mis les services tout le long. Enfin, on les a éclatés. Comment on ramène les services? Et ça, c'est une stratégie du long terme. Et si l'État ne l'apporte pas, je ne sais pas qui l'apporte. Donc ça, c'est-à-dire qu'on a des logiques d'adaptation. On va adapter. Et on aura beau avoir des tramways magnifiques, quand on a des services qui sont décalés de ce transport magnifique que peut être par exemple un tramway, eh ben on va utiliser cet objet magnifique pour les mobilités zigzagantes qui est la voiture. Alors je pense, pour revenir à cette question-là, que la voiture c'est un élément d'une chaîne de mobilité fonctionnelle, servicielle ou autre, et qu'il ne faut pas la rejeter. La question qui est posée, c'est comment on use moins d'énergie, c'est-à-dire pourquoi on est obligé d'être à 1 dans une voiture qui pèse plus d'1 tonne et en consommant une énergie fossile. Donc on doit réfléchir à autre chose. Moi, il me semble que demain, la question qui est posée, c'est aussi celle des services, c'est qui va piloter le satellite qui va gérer ce service de mobilité? Michelin, la région, l'ADEME, l'État, l'Europe, Google. Enfin, qui va gérer cette suite de services qui fait que vous allez partir? Et il ne faut pas qu'on oublie la marche. Parce qu'on parle de la ville, le chantier de demain, j'imagine qu'on y travaille à l'ADEME et à Angoulême ailleurs, c'est la question de la marche, qui renvoie à la santé, qui renvoie à un certain nombre de choses. De la marche jusqu'à l'aéroport, comment on utilise tout ça? Et demain, vous serez dans un véhicule dont vous aurez choisi la couleur, vous pourrez le décorer intérieurement et autres, il sera peut-être électrique, mais en gros, vous aurez un système anti-collision, un système de mise en convoi, un système de gestion du trafic, d'information trafic. Vous vous calerez là-dedans et en gros, vous serez comme dans le bus, sauf que vous serez dans un véhicule que vous penserez individuel, mais qui fera partie d'une chaîne de services. Voilà, je pense que ça, c'est une réflexion. Et pour que ça marche, il faut penser à 5 continuités géographiques, tarifaires, et là c'est encore, il y a du boulot encore sur les continuités tarifaires en France, informationnelles, c'est-à-dire pour des gens, notamment les jeunes qui décident au dernier moment où ils vont, puis qui sautent du bus, et comment on a l'information pour pouvoir continuer un peu à zapper sur les territoires, temporels. Oui, je crois à la question aussi des bus en soirée et la nuit, peut-être du dimanche, le temps des vacances, alors en faible densité comme en milieu rural, mais il y a des solutions. Les Suisses, et je veux dire, il n'y a pas besoin de faire de science-fiction, il faut aller regarder comment ça se passe en Suisse. En Suisse, vous arrivez dans une gare, vous dites, tiens, qu'est-ce que je fais ce week-end?
je vais aller au sommet de telle montagne. Eh ben, vous tapez sommet de la montagne et vous partez. On vous donne une info, on vous dit le prochain train part dans 3 minutes. Ensuite, vous arrivez à la gare. Moi, je vous donne des adresses, vous allez regarder fonctionner. Vous arrivez à la gare. 3 minutes après, on vous dit il y a un réseau de bus qui partent. Alors, avec des combustions différentes, des modes de combustion, mais peu importe. Un réseau de bus qui part. Ensuite, vous arrivez au bord du lac. Il y a un bateau. Vous traversez le lac. Ensuite, hop, rebus. Toujours dans un système de cadencement. Et après, il y a même le téléphérique. Et au bout du téléphérique, si votre grande-tante habite un peu en descendant de la montagne, ben là, il y a des services qui ont commencé par de l'associatif et puis qui sont devenus des activités rentables, comme les voitures en partage. J'ai travaillé avec des Suisses dans les questions de mobilité quand j'étais du côté de Belfort. Et ben, du côté de la Suisse, ils avaient une facture de mobilité à la maison. Et ils n'avaient pas de maison. Mes partenaires avec lesquels je travaillais n'avaient pas de maison. Ils n'avaient pas de voiture. Ils n'avaient pas de voiture. Ça commençait à être difficile à imaginer, excusez-moi, parce qu'on était sur l'habité, mais ils avaient la facture était envoyée à la voiture. Voilà, aussi. Ils habitaient la mobilité, parce que c'est une question qui est posée. Vous passez ça 1h30. Que chacun se parle et construise les horaires dont vous parlez ensemble. Ben, on peut les construire. Ce qu'ont fait les Suisses, qui est intéressant, c'est qu'au lieu d'avoir un point A, un point B avec un TGV, puis après on attend 3 quarts d'heure, 1 heure, et on regarde un arrêt de bus, savoir s'il y a un bus qui arrive ou pas, à mon avis, ça vous est déjà arrivé, ben, eux, ils sont dans le cadencement des 3 minutes. Alors sûr que quand il y a 3 minutes et demie, là, le système, il est grippé. Mais ça marche, et ça marche même en milieu rural. Et même la nuit, ils ont des bus pyjama, des bus de nuit qui marchent. Voilà, pour desservir quoi? Les discothèques. Pourquoi les discothèques? Parce qu'on sait que le cœur des questions d'insécurité routière, c'est les jeunes, le soir. Alors on va dire si on met des bus pour desservir les discothèques, moi c'est souvent ce qu'on m'a dit dans les endroits où j'ai travaillé, ça va inciter les jeunes à boire. Je ne crois pas que le bus que les jeunes ont besoin de ça pour boire un coup le samedi soir, et on oublie qu'on a aussi été un petit peu plus jeunes. Surtout si déjà, ça se saurait. Oui, effectivement. Ok, très bien. Alors, on va continuer avec les questions des étudiants ici, puis ensuite, on peut déjà poser quelques questions dans la salle. Bonjour à tous. Un tout petit peu plus rapide dans les réponses si on veut donner la parole un petit peu à la salle et partager donc aussi la parole avec la salle. Donc, je suis Vincent Monetti, étudiant à l'école Eunice School of Technology and Management. Ma première question est la suivante. Est-ce que le BZ construit à Sutton, dans une ville au sud de Londres, a suffisamment fait ses preuves pour s'en servir comme modèle? J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Quartier BZ, qui passe pour être un écoquartier. Ok. Vous avez une autre question? Oui. Rapidement, s'il vous plaît. D'accord, très rapidement. Donc, c'est dans la suite. Si vous répondez oui, est-ce que, vous l'avez déjà abordé, est-ce que la maison individuelle, dans ces cas-là, ne serait pas finalement un rêve sans avenir? Ok. Vous aviez une question également? Je ne veux pas vous forcer. Hein. Je vais quand même la poser. Oui, ça marche. Donc, moi, c'est Hichem, je suis à l'école Eunice School of Technology and Management. Ma question est concernant l'éco-construction. Est-ce que vous pensez, elle est pour Monsieur Philippe Lavaux et François Loss. Est-ce que vous pensez que l'éco-construction est adaptée, un concept adapté pour les grandes villes, les mégalopoles de l'avenir? Est-ce que vous pouvez juste préciser en quoi ne serait-il pas adapté? Vous avez cité en fait en début de séance Monsieur Eric Vidali, qui travaille pour l'ADEME, et vous avez dit qu'il y avait 2/3 des bâtiments dans Eric Vidalin, oui, effectivement. Que 2/3 des bâtiments, selon lui, 2/3 des bâtiments de 2050 existent déjà. Oui, voilà. D'accord. Donc, comment l'éco-construction va s'introduire D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, madame, monsieur, et ensuite on essaie déjà de traiter ce premier volet de questions. Bonjour, Bonjour. Je suis professeur et je suis des fois expert aussi pour les ministères. Donc la question, principalement, je pense que c'est pour Monsieur Marty et Monsieur le géographe, mais bon, excusez-moi pour le nom, j'ai peur de mal prononcer. Donc en fait, concernant les HM, je fais écho à la demoiselle parce qu'il y a déjà des programmes et donc je voudrais savoir ce que vous en pensez dans la région parisienne, et Monsieur Delannoy l'a fait, de récupérer des immeubles dits bourgeois et d'intégrer des HLM et mélanger les différents types sociaux. Et il y a même les régions, dans la région parisienne proche, Saint-Maurice et tout ça, le font déjà avec un décor très bourgeois, mais c'est des HLM.
Donc mélanger et puis faire des ghettos d'HLM et mélanger les habitations différentes. Et donc aussi par rapport à la modalité développement durable, qu'est-ce que vous pensez justement des types d'aménagement de maisons avec par exemple sur le toit, ils mettent du gazon pour, c'est-à-dire protéger au niveau de la chaleur, faire des évacuations différentes. Voilà, c'est ça. Et justement, hier, M. Hulot, enfin bon, il n'a pas vraiment répondu, mais peut-être que vous connaissez ce genre de projet, il parlait qu'il y a des HLM maintenant où les gens ne payent que 2 ou 3 €, et que si vous connaissez ce système, pour les HLM, voilà, quelle est cette modalité-là qui permet aux gens... C'est de mon projet qui parlait. Bah voilà, justement ce que c'est. Bah oui, mais malheureusement, il n'a pas expliqué, donc pour les gens qui... C'est parce qu'il savait que François Marty venait. Voilà. On va évidemment répondre. Et puis monsieur ici, et ensuite on revient, s'il vous plaît, avec les intervenants. Et arrêtez d'embêter monsieur le géographe avec son nom. C'est insupportable. Ok, c'est noté. Bonjour, moi je suis journaliste pour le magazine Bio-Info. Et en réalité, j'ai 2 questions. La première s'adresse à M. François Alous. Comment se fait-il que, malgré l'essor des médecines, mais des énergies alternatives, le 2e français de panneaux voltaïques vient de déposer son bilan? Et la question que je pose, vous parlez de donner une 2e vie aux bâtiments publics. Qu'est-ce que vous envisagez de faire dans les églises, les cathédrales, qui occupent les places centrales des villes et des villages et qui sont occupés du dimanche matin à 6h à 13h. Après tout, on fait bien l'autopartage, on peut faire de la sacristo-partage, je ne sais pas. Alors, bah tiens, commençons avec ça. Appel à idées, concours d'idées. Qu'est-ce qu'on en fait ? Un exemple concret, en tant que président d'un office HLM, on est sollicité souvent parce que des édifices religieux sont désacralisés pour y construire des logements. Et donc, dans un presbytère, on a construit 2 logements sociaux. Et donc, aujourd'hui, il y a aussi cette politique des collectivités que de réutiliser les édifices lorsqu'ils sont désacralisés. Parce que là aussi, on n'a pas de pouvoir sur l'Église dans ce domaine-là. Par contre, ce sont des bâtiments communaux. Donc, après, on peut en faire ce que l'on veut. Oui. Il y a un concert qui est célèbre là-dessus. Non, je voulais parler aussi par rapport à l'éco-construction, justement. Par contre, vous demandez des réponses très courtes. Tout à fait. Dans ce cadre-là, justement, que ce soit la rénovation, la construction neuve, effectivement, que ce soit en termes aujourd'hui d'énergie utilisée, que ce soit en termes de matériaux, que ce soit en termes d'orientation, tous ces éléments-là sont aujourd'hui pris en compte. Alors, comme le disait M. Marty, c'est peut-être pas la panacée, et peut-être que dans 50 ans, on disait on a mal orienté parce qu'en fait, la Terre s'est décalée et aujourd'hui, il fallait orienter un petit peu plus à l'est qu'on ne l'a fait. On n'en sait rien. En tous les cas, aujourd'hui, tous ces paramètres, tant dans la construction que dans la rénovation, sont prises en compte, y compris d'utiliser, et j'en parle souvent, des mix énergétiques et ne pas se baser sur une seule énergie dans un bâtiment, utiliser les calories qui peuvent être produites parfois par d'autres activités, les calories du sol, on connaît le système des pompes à chaleur, et donc on travaille beaucoup dans le logement social, et je le dis bien, le logement social, c'est le logement abordable pour tous, à la fois pour des gens qui ont des petits revenus, mais aussi pour des jeunes qui se lancent aujourd'hui dans des activités professionnelles sans avoir tout de suite atteint des hauts niveaux de revenus. Eh bien, on se consacre et on consacre toutes les aides. Moi, je vois l'agglomération. J'ai décidé en 2009 qu'à partir du 1er janvier 2012, on ne finançait plus les constructions de logements qui n'étaient pas bâtiments basse consommation. On a eu une levée de bouclier extraordinaire. Tout le monde nous a dit ce sera impossible, on ne le fera pas. Aujourd'hui, c'est les premiers à venir nous dire, vous voyez, on construit des bâtiments qui sont passifs et même des bâtiments à énergie positive. On a eu une drôle d'idée à cette époque-là de vous suggérer de mettre le BBC. Bon, c'est pas se rappeler de l'histoire puisqu'à l'époque, ils avaient poussé des hauts cris, mais aujourd'hui, on est capable, sur des coûts, alors j'entendais tout à l'heure 2500 € le mètre carré, je suppose, hein, de Chaune, la construction, tout. Dans ce prix mètre carré de la maison, il y a aussi le garage, mais avec des innovations. Je donne 2 tuyaux. On a fait un garage avec 2 innovations. Vous rentrez avec votre voiture et vous arrivez à ouvrir la porte de votre voiture pour en descendre. Ça, dans le logement social, c'est très nouveau. Oui. Très nouveau. Et deuxièmement, on a mis un coin
avec 2 garages, par exemple, côte à côte, où au milieu, il y a une bande qui est coupée en 2 pour que chaque père de famille, avec l'ampérage suffisant sans faire cramer le quartier, et avec l'éclairage suffisant, puisse avoir un petit atelier de bricolage. C'est des choses dont on ne parle pas. On oblige pour les RMI, dans certaines communes, à faire 2 places de parking. Nous, on préférait dire, on n'en met qu'une, mais on met un coin atelier, et puis que le gars, voilà quoi. Mais c'est avec tout ça compris, de la vraie terre végétalisée, où on peut faire de la culture vivrière, parce que c'est un des gros thèmes aussi. On le fait aussi sur des terrasses, nous, sur des tas de choses. C'est les gens, même le dernier des fachos, c'est Salade, il en parle presque humainement. Enfin voilà, ça participe au climat social et à beaucoup de choses. Voilà. Alors, il y avait des questions. 2 questions pour Monsieur Loss, dans le prolongement de la réponse de Monsieur Lavaux sur l'éco-construction. Oui, M. Lavaux a répondu. Aujourd'hui, si on veut mettre ça dans une perspective, on imagine qu'il faudrait faire, du point de vue énergétique, ce qui a été fait dans les 40 dernières années. Il faudrait le refaire pour arriver à diminuer par 4 la consommation énergétique dans le logement. Alors, depuis la première crise du pétrole, des tas d'investissements ont été faits. Les premiers investissements qui ont été faits depuis 1973 dans l'existant ont bien évidemment été plus faciles à faire. L'isolation est venue plus rapidement, c'était plus rentable à faire au début que maintenant où c'est plus difficile. Alors si vous prenez tous les logements, par exemple, si vous prenez tous les logements de la région parisienne ou de Paris, vous aurez des difficultés dans un certain nombre. Mais mettons 80% des logements sont améliorables. La difficulté aujourd'hui, quand on regarde la situation d'une ville comme Paris, c'est les copropriétés. La difficulté, c'est de convaincre une copropriété d'engager des travaux. Sinon, mais les résidences individuelles, ça représente environ 50% des logements. C'est-à-dire que vous avez quand même un potentiel d'amélioration qui est l'équivalent de ce qui a été fait depuis les années 70 à aujourd'hui. Ce potentiel d'amélioration, il est accessible dans 80% des logements. Il faut le faire. La difficulté aujourd'hui, c'est comment mobiliser tout le monde. C'est-à-dire tout le monde est concerné et on arrivera vraiment à des résultats substantiels au niveau national que si chacun fait quelque chose. C'est pour ça qu'on est très, très intéressé par les politiques de territoire. On fait des plans, ça s'appelle des plans climat. Alors des plans climat, c'est un plan, c'est de la planification, mais derrière, il faut le décliner, il faut le mettre en œuvre. C'est le temps long. Mais le temps long, il faut quand même qu'il ne soit pas trop long. Et les décisions de mise en œuvre, c'est les décisions de chacun. S'il y a une chose qu'il faut dire dans ce domaine, c'est que si chacun d'entre nous ne se sent pas concerné, ne se sent pas une responsabilité dans ce domaine, eh bien, on n'arrivera pas à faire face aux changements dont on a besoin. Autant sur la mobilité, on le comprend bien, on en parle, mais ce n'est pas pour tout de suite, ce n'est pas pour demain. On voit que la mobilité, ça a des tas de conditions préalables pour qu'on y arrive. On voit un peu à quoi ça pourrait ressembler. Autant sur la rénovation thermique du bâtiment, c'est quelque chose qu'on peut enclencher dès aujourd'hui. Alors évidemment, la rentabilité immédiate, c'est du style, j'ai 20 000 € à dépenser, ça se rentabilise en 15 ans. Est-ce que je peux faire ça ? Est-ce que mon banquier va m'aider ? Le système qu'on a aujourd'hui est trop compliqué. Le système qu'on a ne permet pas de le faire parce que les banques ne se mouillent pas. Il faut que les banques se mouillent davantage et pour que ça se passe, il faut qu'il y ait plus d'artisans qui prennent le boulot. Pour qu'il y ait plus d'artisans qui prennent le boulot et qu'il y ait plus d'artisans qui embauchent, il faut que les collectivités montrent l'exemple. Il est indispensable que les collectivités, tous les niveaux de collectivité fassent ce qu'il faut. Imaginez par exemple, tous les collèges dépendent des départements, tous les lycées dépendent des régions, toutes les universités, tous les travaux qu'on peut entreprendre là-dedans. À partir du moment où on entreprend ces travaux dans la durée, eh bien les artisans vont embaucher et si les artisans embauchent, ensuite ce sera le particulier qui pourra trouver chaussure à son pied. Il y a un vaste chantier et tout le monde doit se sentir concerné. C'est ça la morale de l'histoire. Sauf que je ne suis pas d'accord avec vous. Je vais vous donner un exemple très précis. C'est bien de faire des plans climat et tout. Et avec Schneider, on a fait une réflexion sur comment mesurer pour les gens RMI dans leur baraque. Vous n'allez quand même pas leur faire des théories sur les kilowattheures mètre carré par an. Il faut quand même être très réaliste. On dit qu'il faut que les gens se mobilisent. Ils aimeraient bien ne pas payer leurs factures, enfin payer leurs factures, savoir ce qu'ils consomment. Et on a travaillé avec les ingénieurs de Schneider pour dire, puisqu'on n'était pas leur bord d'œuvre, on est vraiment dans un partenariat associé, c'est de dire s'il pouvait y avoir dans la maison un outil qui indique en euros, voilà ce que je peux consommer ce mois-ci, voilà où j'en suis aujourd'hui, et voilà ce qui me reste pour le mois. Voilà ce que j'ai consommé aujourd'hui. Et là, les gens seront conscientisés. Mais vous avez déjà essayé de leur faire lire une facture ?
Et là, on donne des leçons, c'est dur, hein, mais surtout à votre place, mais on donne des leçons aux citoyens, mais on ne leur donne pas les moyens et la culture pour pouvoir s'en rendre compte. Donc là, c'est le problème incantatoire français. Je donne un exemple très précis. Bah, allez-y, répondez-moi. Non, mais j'ai été président d'une société d'HLM dans une de mes vies antérieures. J'ai construit des logements pour les gitans. Donc j'ai une expérience très concrète de ce qu'on peut attendre et de ce qu'on peut faire en travaillant avec des gens dans des conditions difficiles. Ceci dit, ce n'est pas parce que c'est difficile pour 5% des gens ou 10% des gens que les 80 autres pourcents doivent attendre qu'on ait résolu ces problèmes-là. Il y a un énorme problème de précarité, c'est vrai, il y a un énorme problème de différence de réflexion sur le sujet, mais entre des gens qui se branchent au lampadaire et des gens à qui on donne l'électricité chez eux, il y a un énorme progrès. C'est ce progrès-là qu'il faut faire partager. Ce n'est pas dans ce sens-là que je disais. Essayez de monter un dossier pour l'ADEME, vous essayez de faire un machin intelligent qui permette de faire du concret pour les gens et qui n'est pas forcément généralisable, parce que selon les maisons, selon les trucs, ce n'est pas tout à fait pareil. On a un système français qui est ou universel pour tout le temps ou pas, dans nos dossiers de subvention, dans nos façons d'avoir nos règles du jeu, dans nos codes de l'urbanisme, etc. Foutez-vous à la place d'un archéologue qui, dans 5 siècles, se trouvera l'ADEME ou Chenley ou ces machins-là et tout. Puis il tombera sur un code de l'urbanisme, pour rire sur un dossier du FSE, ça aussi c'est très drôle, et puis sur un dossier de l'ADEME. Et dira, ben, leur période était intéressante, ils étaient en mutation d'humanité, mais quand même, quand il s'agissait de déconner administrativement, ils avaient un putain de sens de l'humour, les mecs. Hein. Vous voyez, quand même, c'est fait pour les hyper spécialistes et on n'y arrive pas. Ce n'est pas une critique vis-à-vis de l'ADEME, le fonctionnement administratif est comme ça. Moi, dans mon bureau au ministère, j'avais mis une pancarte « Défense de courir sous peine de poursuite ». Je vous laisse le concept, vous allez voir, ça emmène loin. Est-ce qu'on peut dire un mot, puisque ça a été évoqué, de BZ? Alors moi, BZ, je connais très bien, ça va être très court, ça roule normalement, il y a tout ce qu'il faut pour que les gens ont leur voiture électrique, il n'y a qu'une famille qui l'a, ça ressemble à l'habitat groupé de bobos, c'est vraiment les gens se sont choisis, c'est un modèle qui a aidé à la réflexion. La grosse connerie, ça serait de le sacraliser, comme c'est la grosse connerie de sacraliser chaque modèle. Et c'est déjà largement dépassé, et on peut les voir à Angoulême ou partout en France ou en Hollande et tout, des trucs qui ont dépassé le BZ. Il faut faire attention de ne pas chercher l'exemple du petit monde parfait qui a résolu toutes les questions. C'est du gros tâtonnement. À moins que vous les complétiez, non ? Tout à fait, parce que je crois que chaque modèle s'adapte sur son territoire en fonction des potentialités du territoire et il n'y a pas de modèle unique. Justement parce que la ville est humaine et que les quartiers se développent en fonction des êtres humains et de l'environnement, eh bien, il n'y a pas de modèle type qui existe ou idéal. Je crois que c'est en fonction justement de la participation des habitants du territoire aussi au modèle de construction qu'ils attendent, au modèle de fonctionnement et de mobilité qu'on arrive à créer quelque chose qui corresponde aux besoins des individus. Mais moi j'ai visité plein de villes soi-disant éco-quartiers, éco-villes, enfin bon, en Allemagne, en Autriche, un peu partout. J'ai jamais reconnu ma ville quand je les ai rencontrées, quoi. Il faut relativiser, il faut rester humain, c'est bio, c'est des bons militants, mais c'est quand même de la cuisine anglaise, voilà. Luc Vaziency, un mot sur BZ? C'est comme tous ces modèles, effectivement, on est là parfois un peu dans la religion et on va au temple et à la grand-messe. Et on a eu une grand-messe qui était le quartier Vauban à Fribourg. Et quand on regarde l'empreinte des habitants, entre guillemets, du quartier Vauban, qui ont une agence de voyage et tout, c'est effectivement des bobos et qui circulent dans le monde entier. Et donc, on donne des leçons de proximité et tout, mais en même temps, ça rejoint une des questions. Le week-end, pendant les vacances, on va très loin, on explose son empreinte, en fait. Et donc, ça, c'est quelque chose qui me dérange. Mais en même temps, c'est des points de cristallisation qui font bouger les systèmes, qui obligent tous les élus s'y succèdent, les scientifiques, les trucs, on essaye, mais c'est dépassé. Je suis d'accord sur le constat. Je voudrais juste encore dire un petit mot sur l'église. Donc laisser l'église au centre du village, c'est la première fois dans les campagnes électorales en France qu'on n'a pas un élu avec une église et un village. Ça y est, on est devenus des urbains, quoi, hein. Donc c'est quand même intéressant. Mais ce qui l'est plus peut-être, je pensais que François Loos rebondirait là-dessus, on connaissait en Alsace des édifices religieux où protestants puis catholiques se succédaient, voilà, dans des... La première affiche électorale était devant une église simultanée. Ah bon? D'accord. Quand on est laïque et républicain, qu'est-ce qu'on fait? On est équitable et donc on essaye de traiter tout le monde de la même façon. Et pour l'anecdote, tu t'en souviens peut-être, ma première affiche électorale, c'était ça.
Voilà, donc ça existe, des successions de cultes dans le même bâtiment, ça existe. Voilà. Deuxième chose, Sainte-Sophie, ça existe. Donc dans la rotation dans le temps long, allez voir. Hein. Mais c'est le temps un petit peu très long. Voilà. Et puis sur les idées, il y a au moins 30 ans, la première fois que je vais à New York, il y avait des églises qui étaient déjà, même aux États-Unis, transformées en discothèques. Ça m'a choqué, en même temps c'est très intéressant, il y a un petit côté un peu étrange, et j'ai vu qu'à Amsterdam, ailleurs, ça existe aussi. J'ai vu à la cathédrale, à Notre-Dame, des bouquinistes dans la nuit blanche qui vendaient, qui présentaient des bouquins sur les cathédrales, mais enfin bon, on était dans cette logique-là. Mais dans l'autre sens, pour revenir à la question du temps, j'ai trouvé intéressant certaines villes qui disaient temps laïque, à côté du temps de culte, et qui ouvraient leur bibliothèque le dimanche. C'est vrai en Hollande, c'est vrai dans des petites communes des Alpes de Haute-Provence. Il y a pas mal d'exemples. C'est intéressant. Se dire, tiens, là, il y a un temps où on s'ennuie le dimanche. Hein. On est souvent le dimanche un temps où on s'ennuie, mais on fait autre chose. Et pourquoi ne pas aller à la bibliothèque? Pourquoi? Donc après, on peut trouver l'alternance, bibliothèque, culte. Je pense que l'hybridation, là, elle est possible. Ça peut être un de ces tiers-lieux dont on parle beaucoup, de travail, de loisirs, de culte. Et pourquoi pas organiser la rotation à cette échelle-là. Alors, on prend une autre série de questions. Le temps passe, mais on peut encore... Oui, on n'a pas parlé de la question de, effectivement... Oui, il y avait un petit mot. Alors là, on n'a rien inventé. Habitat Humanisme a commencé le premier. Et SNL, pour ceux qui connaissent en Ile-de-France, c'est un concept qui est très sympa. Ils allaient à Versailles, enfin dans l'Essonne, partout, dans les endroits vachement bien. Ils disaient dans les copropros, eh ben, on arrive les gens, et puis voilà, si vous nous donnez 10% de la somme, on vous promet qu'on va mettre, pour acheter l'appartement, on vous promet qu'on va mettre une famille en difficulté, et on vous promet que ne pourront s'en occuper que les gens qui ont payé 10% de la somme. Il faut être gonflé. Ils ont quand même fait 800 logements en Ile-de-France avec ça. Habitat Humanisme, ça a été le concept. Nous aussi, on travaille ça. On fait des petits ensembles, 2-3 maisons, mais des fois, là, à Saint-Denis, on en redémarre 12 avec SNL, mais là, c'est à côté du Stade de France. C'est à chaque fois une dent creuse ou un truc abandonné qui fait mixité sociale, à condition que la baraque ait surtout pas l'air d'être du logement social, parce que sinon, votre mixité, elle est foutue. Voilà. Alors la toiture végétalisée, c'est un truc qui est marrant. Ça n'existe que depuis à peu près 7000 ans dans l'humanité. En Suède, c'était du bouleau, de l'écorce de bouleau, et voilà, c'était comme ça les premiers abris. Et ça a 3 avantages. Il y en a plusieurs qu'on n'avait pas vus. C'est qu'un, c'est très frais l'été en dessous. Ça irait pas à Marseille, hein, ça va, voilà, faut être dans des endroits où ça va. C'est très très intéressant l'hiver parce que ça fait un truc. Et alors, les enfants ne se réveillent plus avec la pluie. Parce que dans le Pas-de-Calais, il pleut que 2 fois par an, une fois 6 mois, une fois 3 mois. Donc nous, bon. Et actuellement, on a le congrès mondial des nuages. Je vous promets, je ne sais pas ce qui se passe, ils arrivent tous. Et la pluie sur les Vélux, sur etc. Enfin, vous voyez ce que c'est pour les enfants et la peur de l'orage. Et ça assourdit tout. Et ça donne une impression de confort. Par contre, ça a une énorme économie. C'est qu'on a des baraques où on chauffe au sol en bas, mais très léger, à 16 degrés. Et on a toute la baraque qui est chauffée parce qu'il y a quelque chose qui fait étanchéité au-dessus. Voilà. Donc, mais c'est que du bon sens. Dans cette écologie-là, tout existe dans l'humanité, simplement on ne va jamais le chercher. D'autres questions? Monsieur? Madame, pardon. Allez-y, madame. J'y vais. Et monsieur ensuite. Oui, bonjour. Bonjour. Vous avez beaucoup parlé de la construction neuve des nouvelles villes ou des nouveaux quartiers. Il y a, voilà, dans certains endroits, il y a des bâtiments que l'on appelle gracieusement des poubelles écologiques. Et alors, ce sont des endroits plus ou moins grands. Les ZAC, comme on les faisait autrefois, où on rase tout, rénovation, on rase tabula rasa et on construit du neuf, comme vous l'indiquez, c'est un peu dépassé. Qu'est-ce qu'on fait avec ces poubelles écologiques? Monsieur. J'ai une question sur la création de richesses dans les métropoles et je vais poser la question à Monsieur Lavaux parce que moi-même je travaille pour un grand projet à Bordeaux. Bordeaux, c'est la ville de France avec Paris où il y a le plus d'auteurs de BD grâce à Angoulême. Alors, quand Angoulême va se trouver à 30 minutes de Bordeaux ou l'inverse, qu'est-ce que vous attendez d'une métropole comme Bordeaux? Ok. Une troisième, madame, là-haut. Bonjour. On a beaucoup parlé, vous avez du fait qu'il fallait faire les projets urbains à partir des habitants et qu'un projet n'était pas forcément transposable d'un endroit à un autre. J'ai l'impression que ça, c'est vraiment le cœur de métier de la programmation architecturale et urbaine. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que c'est une étape d'un projet
qu'il faudrait peut-être plus valoriser, mettre en avant et sensibiliser tous les acteurs d'un projet urbain à cette étape de programmation pour prendre en compte justement le contexte, les habitants et faire des projets plus intelligents, plus adaptés au contexte. Ok, alors sur la question Bordeaux-Angoulême, peut-être Monsieur Lavaux, réponse directe. Je pense que Bordeaux attend beaucoup d'Angoulême surtout. Parce qu'en termes de bande dessinée, je crois qu'on a su s'affirmer. Je crois que les liens entre les deux villes sont importants parce qu'on sera aussi l'échelon intermédiaire entre Bordeaux et Nantes. Et qu'entre Bordeaux et Nantes, on a quand même Angoulême, Poitiers, Tours, c'est-à-dire des agglomérations moyennes qui vont elles aussi apporter la complémentarité. Pour nous, l'intérêt, c'est en termes aussi éducatifs. D'abord, j'allais dire recherche, parce que malheureusement, Angoulême n'a pas de centre de recherche, Bordeaux en a, Poitiers en a, et donc à travers, vous l'avez dit, l'image, mais on pense au-delà à travers l'industrie, parce qu'Angoulême, c'est quand même le premier bassin industriel entre Nantes et Bordeaux. Et donc, on a des savoir-faire. Tout à l'heure, il y avait des questions sur la voiture électrique, par exemple, où on est un peu en avance sur Bordeaux, justement, et on pourra donner nos savoir-faire aux Bordelais, tout simplement parce que sur le territoire, on a à la fois le constructeur du moteur, Leroy Sommer, on a à la fois le constructeur des batteries, Saft, on a à la fois le constructeur de la carrosserie et des mécanismes avec Heuliez et Mia Électrique dans les Deux-Sèvres. Et donc, sur le principe justement des systèmes productifs locaux, on a fait naître le véhicule électrique régional. C'était la commande de Ségolène Royal en 2005. On a fait un appel à projet. Et aujourd'hui, avec ce véhicule électrique, on en parlait avec le président Loss, on est passé à l'étape supplémentaire qui est le véhicule électrique en temps partagé. C'est-à-dire un moyen de locomotion supplémentaire apporté dans le cadre du plan de déplacement urbain, un moyen écologique, un moyen abordable, puisque en termes de plein de carburant, c'est pas cher. Et donc tous ces éléments-là, on pense qu'on a aussi sur le terroir et le terreau bordelais à y gagner. Je dirais, il y a aussi un dernier élément qui nous rassemble, peut-être pas tellement Angoulême, mais plus Cognac et Bordeaux, pas besoin de préciser quoi. Et je pense sincèrement qu'effectivement, à la fois le tropisme aquitain naturel de la Charente, puisqu'on est quand même la porte d'entrée du sud-ouest, et à la fois, je crois, les liens privilégiés qui existent entre Bordeaux et donc toute la partie littorale, La Rochelle. Je crois qu'il y a un axe sud-Poitou-Charentes qui a vocation demain à travailler en synergie. Alors, je vous rassure, on ne sera pas le dortoir de Bordeaux. Et on espère bien aussi, en termes d'activité économique, pouvoir là aussi travailler sur de la sous-traitance d'entreprises bordelaises, comme des entreprises bordelaises pourront travailler là aussi sur la sous-traitance d'activités industrielles de chez nous. Et donc il y a un véritable réseau qui se met en place et qui pour nous est un réseau gagnant-gagnant. Qu'est-ce qu'on fait, messieurs, des poubelles écologiques? Question très directe posée par madame. C'est pas votre métier, Luc Wazienski. Vous voulez plus parler? Bon, d'accord. François Loss. Écoutez, non mais il n'y a pas de réponse, ça dépend au cas par cas. Si vous voulez, il y a l'ANA qui a un programme qui s'appelle Habiter mieux pour ça. Et puis aujourd'hui, on a l'objectif de rénover beaucoup plus de logements. C'est-à-dire les années précédentes, on rénovait 150 000 logements par an. On voudrait passer à 500 000. Et donc il va y avoir un travail de ciblage des cas les plus difficiles. Alors évidemment, dans certains cas, il vaut mieux démolir et remplacer, mais dans certains cas, il vaut mieux on peut faire les efforts et ça se travaille au cas par cas. Poubelle écologique, qu'est-ce qu'on entend par poubelle écologique? Moi, je suis dans l'hôtel de ville d'Angoulême, c'est un château du XIIIe siècle, c'est quand même une poubelle écologique quelque part. Quand vous voyez l'énergie que vous dépensez dans ce bâtiment, et toutes les formes d'énergie, autant humaine qu'énergie électrique ou gaz, c'est aussi se poser la question on a des villes historiques en France. On n'a pas que des villes nouvelles et on a très peu de villes nouvelles en fait. Et donc dans ces villes historiques, comment on réutilise le patrimoine et comment on fait en sorte de l'adapter aujourd'hui aux exigences à la fois écologiques et à la fois aux exigences d'habitabilité telles qu'on les connaît. Donc ça, c'est les projets urbains. Et le travail avec l'ANA est important aussi en termes de rénovation, en termes d'isolation, en termes d'adaptation. Mais je ne vous dis pas le chantier avec les architectes des bâtiments de France pour arriver à faire entendre raison et expliquer que malheureusement, parfois, pour pouvoir avoir une étanchéité suffisante, on ne peut pas utiliser certains matériaux qu'ils attendraient et que donc on est obligé de transgresser un peu la philosophie d'origine du bâtiment. Mais c'est très compliqué. Moi, Angoulême, on me refuse, l'ABF m'a refusé le photovoltaïque en toiture, en disant les toitures doivent être préservées, c'est un élément capital de l'architecture angoumoisine, donc pas un panneau photovoltaïque. Comment vous négociez, là aussi, à un moment donné, les énergies renouvelables? Alors pour finir, il y avait cette question sur la programmation urbaine et un peu le rôle des architectes. On peut peut-être en dire un mot, mais on voulait glisser là-dedans, et c'est vous qui le suggériez, Luc, la question de l'art et de la culture.
Oui, alors, juste poubelle écologique, pour moi, poubelle écologique, ces zones commerciales à perte de vue dans des espèces d'espace, je reprends le terme de Georges Perec, c'est des poubelles écologiques qu'on éclaire 24 heures sur 24 ou 18 heures sur 24, qui sont en tôle. Alors l'avantage, on peut dire, c'est de la ville éphémère, parce que finalement, ça va muter, puisque c'est juste de la tôle et ils essayent de faire autre chose. C'est ce qu'on appelle la ville émergente. On essaye d'en faire des lieux de vie et de transférer finalement les fonctions urbaines vers là. Donc un risque par rapport à la centralité, ou bien on est postmoderne et on dit on est multi-polaire dans les fonctionnements. Ça, c'était juste une réponse. Après, je crois que c'est très cher de traiter les poubelles écologiques. Voilà. Deuxième chose, c'est sur les projets des habitants. Alors ça, c'est l'espèce de tarte à la crème. Toujours, on va co-construire, on va participer, Moi, j'ai vu des plans de déplacement urbain. Je dirais pas où, les élus venaient en voiture signer la phase finale du PDU. Je me disais, voilà, donc on dit il faut que les habitants participent, co-construisent dans le cadre de projets, mais celles et ceux qui décident, je les voyais arriver avec leur chauffeur, parce que mode de vie, parce que contraintes et autres, mais ils arrivaient avec leur chauffeur en bas de la réunion. Donc ça arrive. Donc je me pose la question, dans un PDU par exemple, comment mettre en place un jeu de parcours, par exemple, de ville pour les techniciens, pour les habitants, pour les élus, une espèce de diagnostic vraiment partagé. Quand j'ai travaillé sur la nuit à Paris et sur les mobilités, pendant des années, on a fait des études, on a fait des trucs, et quand on est parti avec des élus à Paris, à Lyon, à Bruxelles et ailleurs, traverser la ville la nuit, se poser la question, donc à un moment donné, où est-ce qu'on peut boire un verre ? Tout est fermé. Tiens, les toilettes, l'urbanité, la métropolité, il n'y a plus de toilettes publiques. Ah oui, donc c'est un univers quand même plutôt marqué par les hommes la nuit, donc ça pose des questions. On est fatigué, on veut s'asseoir, on s'assoit où ? Donc voilà, c'est-à-dire que c'est intéressant d'être dans des démarches où on fait le diagnostic ensemble. Donc les parcours urbains, toutes sortes de démarches de 6 places sont intéressantes. Et dans ce cadre-là, on essaye, nous, à travers une structure qui s'appelle le Pôle des arts urbains, qui est dirigée par à la fois une artiste et une urbaniste qui s'appelle Maud Le Floch et que j'ai la chance de présider, on essaye de mettre autour de la table, qui est à Tours, à la fois des urbanistes et celles et ceux qui sont les sachants, comment ? Alors, ils se débrouillent, ils bricolent, ils utilisent ce qui existe sur place. Voilà. Non, ce qui est intéressant, c'est de voitures avec des pneus en paille. Voilà, comme notre collègue. Non, ce qui est intéressant, c'est de se dire, quand on voit la capacité qu'ont, par exemple, les artistes dans le domaine des arts urbains ou arts de la rue, à enchanter un espace qui est anxiogène, qui est triste, qui n'est pas beau, et le beau, c'est une question dont on n'a pas parlé, mais qui est au cœur de ça. Quand on voit de façon éphémère comment ils réussissent à transformer un espace, un pont, une zone qui n'est pas pratiquée en une centralité et une intensité urbaine, mais ça dure quelques minutes, et qu'en tant qu'urbaniste, et je me mets dans le truc, de temps en temps, on convoque sociologues et autres spécialistes, et on fabrique une magnifique place qui n'est pas utilisée. Un endroit qu'on n'ose pas travailler. Donc comment on pourrait mobiliser des artistes, des gens qui travaillent sur les arts de la rue dans la phase de diagnostic, dans la phase de participation, mais aussi dans un élément qui est important, me semble-t-il, j'entendais ça dans votre question, c'est-à-dire comment, entre l'idée et la définition du projet avec les beaux logiciels, et puis le moment où ça se construit, on l'a vu avec l'ANRU, où on détruit, après il faut construire, on accompagne d'un point de vue presque imaginaire, la prise de possession de l'espace par les habitants. Donc à toutes les étapes, il me semble qu'on peut convoquer l'artiste, ou les savoir-faire un petit peu artistiques, mais pas simplement pour le 1% culture qui finit en œuvre d'art, souvent de qualité douteuse, à côté d'un bâtiment ou un autre. Comment on peut les associer à la production et à la fabrique de la ville ? Je pense que là, il y a une piste, et pourquoi pas la BD, un des problèmes de l'habitat en France, c'est les imaginaires. Et quand on regarde ceux et celles qui produisent des imaginaires urbains, il y a un peu le cinéma, les Blade Runner et tout ça, et puis dans la BD, c'est très fort. Donc est-ce qu'on peut mobiliser ces imaginaires-là par rapport à l'habitat individuel, par rapport au collectif qui n'est plus toujours le HLM qui nous fait peur ? Et le problème, c'est la ségrégation, et puis c'est la qualité du matériau, mais c'était des bâtiments qui n'étaient pas faits pour durer très très longtemps. Voilà, il me semble qu'il y a quelque chose à jouer qui est du domaine du sensible. On en avait parlé. La ville, c'est notre truc, quoi. La ville, ça nous appartient à nous tous, et on la produit tous ensemble. Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie vraiment.
Merci. Merci à tous les quatre et merci à vous pour avoir participé. Vous retrouverez ce débat sur la chaîne web numérique de la Cité de la Réussite. À bientôt.